Aujourd'hui, dans notre série des rencontres d'Armor Science, nous sommes à l'hôpital de Trestel, spécialisé dans la rééducation et la rhumatologie, et nous rencontrons M. Dominique Baron. Pour notre seconde rencontre, nous allons aborder le domaine médical, et en particulier deux sujets particulièrement importants aujourd'hui, la rhumatologie et la douleur. Bonjour Monsieur Baron, pouvez-vous, pour nos auditeurs, rapidement nous dire quelques mots de présentation de la situation actuelle, de votre situation actuelle à l'hôpital de Trestel? Bonjour, je m'appelle donc Dominique Baron, effectivement, je suis rhumatologue, je suis également médecin de la douleur, qu'on appelle algologue, pas spécialiste des algues donc, mais je suis donc responsable du service de la douleur qui est agréé par l'ARS, et je suis responsable du pôle de Trestel, qui est donc un des deux sites de l'hôpital de Lannion. Il y a le site à Lannion et le site de Trestel, qui est le pôle de rééducation, comme vous l'avez dit. Donc ce n'est pas qu'un pôle de rééducation et rhumatologie. Rhumatologie, je suis rhumatologue, mais je suis un peu un atypique, puisque généralement, dans un centre de rééducation, il y a essentiellement des rééducateurs. Et donc il y a trois types de rééducateurs. Il y a les rééducateurs enfants, et aussi adolescents, les rééducateurs adultes, et dans les adultes, il y a la neurologie, donc tout ce qui va être conséquence d'un accident vasculaire, ça peut être évidemment la sclérose en plaques et d'autres pathologies, Parkinson, et également l'appareil locomoteur qui s'occupe essentiellement, donc vous l'avez dit, des post-traumatiques, enfin après les traumatismes, mais également suite à certaines interventions chirurgicales, et également du programmé avec les douleurs, donc les lombalgies, les polyalgies diffuses, ça veut dire les douleurs un petit peu partout. Alors comment je suis arrivé ici? J'étais au CHU de Brest avec le professeur Le Goff qui était on dit mon patron quand on est en médecine, et il aurait peut-être souhaité que il me l'avait souvent demandé, que je sois son successeur. J'avais refusé pour des raisons familiales, et puis quelquefois un petit peu de changement de la façon de voir la médecine, parce que je pense que la médecine est un art et non pas une science. Et cet art, et donc il faut avoir des bases scientifiques pour exercer ce métier, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bases. Mais ensuite, chaque fois qu'on a un patient devant soi, c'est une espèce de discussion au départ, puis un examen clinique qui est singulier. C'est singulier entre les deux. Et cet échange entre les deux n'est pas de la science, c'est un art. Et quelquefois, comme on a pu en discuter tout à l'heure avant de faire l'enregistrement, on parlait de l'effet placebo, de l'effet nocebo, et ces effets-là sont importants sur la relation entre le médecin et le malade. Donc je suis arrivé ici parce que j'avais donc plutôt dit non à la carrière universitaire, et il y avait un poste qui se libérait ici pour un rhumatologue dans un centre de rééducation qui correspondait exactement à mon profil, à savoir la douleur. Bon, il y avait aussi les infiltrations et tout ce qui va être appareil locomoteur. Et le médecin, le docteur Maigret, qui était mon prédécesseur, pensait qu'un rhumatologue pouvait être intéressant dans un centre de rééducation. Déjà, la spécialisation, c'était justement, j'ai parlé du professeur Le Goff, et c'était mon patron, mais avant qu'il ne soit mon patron, je l'avais connu quand j'étais externe, et c'est lui qui m'avait demandé de faire de la rhumatologie pour... il voulait que je sois rhumatologue, donc ça m'avait beaucoup ému, donc j'ai dit ok, je suis devenu rhumatologue. Et ensuite, pour ce qui est la douleur, la spécialisation de la rhumatologie est une spécialisation uniquement tournée autour de la douleur. Autant en cardiologie, on peut voir des patients qui arrivent pour un trouble du rythme, pour une hypertension qui est silencieuse. Autant en rhumatologie, tous les patients viennent parce qu'ils ont des douleurs, que ce soit un rhumatisme inflammatoire, polyarthrite, rhumatoïde ou autre, les spondylarthrites, des rhumatismes comme le rhumatisme psoriasique. Bref, il y a beaucoup de raisons d'avoir mal, les lombalgies, l'ostéoporose quand elle est fracturaire. Bref, tout le monde a mal. Donc c'est une spécialité de la douleur
Mais en France, se sont développés des centres de la douleur, et de façon un peu stratégique, avec mon patron, on avait pensé que c'était important que les rhumatologues soient représentés dans cette spécialité qui était un peu prise par les anesthésistes. Donc on a estimé qu'il fallait qu'il y ait des rhumatologues dans la prise en charge de la douleur, surtout chronique. Oui, quelques-uns, oui, bien sûr. Moi j'ai été très content puisque dans la mesure où je me suis plus spécialisé après dans la douleur, dans les infiltrations, j'ai essayé de travailler sur la douleur. Donc avec Monsieur Le Goff, on s'était mis d'accord que je ferais de la recherche sur la fibromyalgie, un état qui arrivait, dont on entendait beaucoup parler. Et donc Monsieur Le Goff m'a demandé si je pouvais m'y intéresser, faire de la recherche. Donc j'ai fait des recherches avec un autre ami qui était le docteur Mimassi. On a fait beaucoup de travaux originaux. Et ensuite, j'ai écrit un livre, parce que c'était assez compliqué comme pathologie, mais c'était un peu comme un puzzle. On avait retrouvé les morceaux, on a réussi à les recoller dans un bon ordre, et on a fini par avoir quelque chose de cohérent par rapport à cette pathologie, qui est en fait pas tout à fait une maladie, c'est plutôt un état. Et donc ça, c'était un succès. Après, ça c'est au niveau du diagnostic. Au niveau de la thérapeutique, c'est plus compliqué, mais on a également des bons résultats. Et ensuite, j'ai fait aussi un livre de recettes, entre guillemets, de comment faire les infiltrations. Et donc le livre a eu beaucoup de succès, c'est un bouquin de 800 pages, mais enfin il a eu beaucoup de succès, en rhumato en tout cas. Et il y a eu une troisième édition qui est parue en début d'année. Disons que c'est aussi des opportunités, c'est des chances. Il y a des articles qu'on a coécrits parce que, évidemment, en médecine, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits par une personne ou deux personnes et on met le nom de 3 ou 4. Donc, quelquefois, j'ai eu la chance, parce que j'appartenais à une équipe, qu'on mette mon nom sans que je n'ai beaucoup travaillé sur l'article. Après, pour ce qui est des ouvrages, c'est aussi des opportunités parce qu'il y avait des vides. Par exemple, il n'y avait pas de livres sur les infiltrations, il n'y avait pas beaucoup de livres sur la façon de gérer la fibromyalgie. Donc j'ai eu des opportunités de cette façon. Maintenant, est-ce que c'est important? Pour moi, oui, parce que j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé... j'ai toujours été curieux de nature, donc j'ai toujours aimé la recherche. Mais je suis plus attaché à une recherche clinique plutôt qu'à une recherche fondamentale qui est intéressante, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je pense en grande partie qu'un médecin est pas un artiste, mais il a un art, c'est plus le pragmatisme qui compte que la vraie recherche fondamentale, même si elle est évidemment essentielle, mais souvent faite par d'autres docteurs que les docteurs en médecine. Alors, un docteur en médecine peut aussi être un docteur en sciences, mais à ce moment-là, il perd peut-être une partie de ce qu'il est en tant que médecin. Oui, et je vais vous donner un exemple. Par exemple, le genre de recherche que je vais faire et qui me semble pragmatique, il y a des acides hyaluroniques qu'on met dans les articulations, en particulier le genou, mais toutes les articulations peuvent en bénéficier. Sans rentrer dans les détails, on va mettre un lubrifiant dans l'articulation et essayer de remplacer cet acide hyaluronique qui est de mauvaise qualité dans l'articulation par un de meilleure qualité qui est susceptible d'en refabriquer d'autres. Donc il y a des gens qui souffrent beaucoup de l'articulation temporomandibulaire. Quand ils ouvrent la bouche, ça craque, ça fait mal, les gens n'arrivent pas bien à ouvrir la bouche. Et on peut éventuellement faire des injections d'acide hyaluronique. Donc j'ai fait 2 études sur l'intérêt ou non de l'utilisation de l'acide hyaluronique à l'intérieur des articulations temporomandibulaires et les résultats sont très prometteurs. Par exemple, une autre étude que je suis en train de faire à propos de la fibromyalgie, je me rends compte que cette pathologie est une pathologie du stress. C'est une pathologie dans laquelle les gens ont des douleurs chroniques. Une douleur aiguë, ça a un sens. Si vous avez, par exemple, mon bureau est une plaque de fonte brûlante, si je mets ma main et si je n'ai pas de douleur, ça va sentir le brûler. Et une fois que j'aurai réussi à repérer d'où ça vient, je n'aurai plus de main.
Donc ça sera fini pour toujours. Donc le fait d'avoir une douleur me permet d'éviter d'avoir une brûlure qui sera définitive. Donc la douleur aiguë a un sens. La douleur chronique n'en a pas. De même, le stress aigu a un sens. Quand vous voyez un ballon qui traverse une route, vous donnez un coup de volant, c'est une décharge d'adrénaline, un réflexe, c'est pas un réflexe, mais c'est une décharge d'adrénaline qui nous permet d'éviter le ballon et éventuellement le gamin qui suit derrière. Donc le stress aigu a un sens aussi. Le stress chronique n'en a pas. Et donc, quand on se dit douleur chronique, stress chronique, à ce moment-là, je me dis peut-être que le stress peut se calculer d'une certaine façon. On a fait des études avec l'ENSAT, avec Jean-Marc Goujon sur le stress, avec l'intérêt de porter des bracelets pour essayer de dépister les gens qui sont stressés. Donc tout ça c'est intéressant. Il y a également le stress peut se voir par le pH des urines. Donc on regarde les urines si elles sont... Alors le matin elles sont toujours acides, vers 15 heures normalement elles deviennent neutres, voire même alcalines, avec un pH supérieur à 7. Et on s'est rendu compte que chez les patientes qui sont fibromyalgiques, enfin qui souffrent d'un état de fibromyalgie ou de stress, le pH reste très bas, très acide. Donc la première question qu'on peut se poser, est-ce qu'effectivement les femmes qui ont une fibromyalgie, puisque c'est essentiellement des femmes, ont une acidité au niveau des urines? La réponse est déjà oui. Est-ce que le fait de les alcaliniser, ça marche? Et la troisième question, est-ce que le fait de les avoir alcalinisés, ça va entraîner une diminution des douleurs? Ça, c'est une étude pragmatique. C'est de la recherche clinique. Oui, bien sûr, il y a des progrès qui sont faits chaque année, mais au niveau médicamenteux, on est un peu déçu, on attendait plus. Il y a certainement des travaux actuels qui vont permettre d'arriver à des résultats qui seront bien meilleurs, mais jusqu'à présent, les médicaments, ce n'est pas la panacée. En tout cas, pas pour les douleurs chroniques. Pour les douleurs aiguës, oui. Pour les douleurs chroniques, pas encore. Donc on essaye surtout d'utiliser les techniques non médicamenteuses. Et ces techniques, par exemple, dans le service de la douleur de l'Agnon Trestel, on va utiliser la sophrologie, l'hypnose, la réflexologie plantaire, les choses, même l'ostéopathie. On a aussi quelqu'un qui est acupuncteur. Donc on a des techniques non médicamenteuses qui peuvent aider. Alors vous qui êtes sensible à la notion de placebo et nocebo, c'est vrai que peut-être qu'il existe une participation placebo à l'amélioration des gens. Mais à ce moment-là, moi je m'en fiche. Si le patient va mieux, c'est l'essentiel, quand bien même ça serait un effet placebo. Donc on utilise des techniques et on se rend compte que quand on fait des études scientifiques, on a des résultats même contre placebo. Donc, ça veut dire que l'effet placebo, déjà, il est très important en douleur chronique. Il est de l'ordre de 60%. Ça veut dire que pour qu'un médicament ou une technique soit efficace, il faut que ça soit supérieur à 60%. Pour qu'il y ait en fait une significativité statistique entre le groupe placebo et le groupe traité. Je pense que c'est à double tranchant parce que les médias ont une façon de voir la médecine toujours par le petit bout de la lorgnette d'un problème et essayer de s'engouffrer dans ce problème pour dénoncer plutôt que d'aider. Donc je pense que les médias parfois ont un rôle délétère pas que sur la médecine, mais ils ont une façon quelquefois d'aborder la médecine de façon un peu trop négative, un peu trop sur les problèmes plutôt que les solutions. On sait que la douleur chronique c'est un problème, on essaye nous de trouver des solutions, mais les médias c'est une chose, alors il y a aussi Internet bien sûr qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui vont circuler, qui vont être amplifiées. En aparté tout à l'heure, on parlait des ondes électromagnétiques qui effectivement ont suscité beaucoup d'engouement, même de la part de grands patrons. Petit à petit, on s'est peut-être un peu rendu compte qu'il y avait possiblement un effet nocebo, donc qui nuit. Ça veut dire je nuirais nocebo et
et placebo, je plairais. Donc un effet nocebo de ces ondes électromagnétiques qui n'était peut-être pas aussi réel que cela, et d'autres études sont venues peut-être pour prouver que ces ondes électromagnétiques sont moins dangereuses qu'elles n'en paraissaient. Et c'est vrai que quand on regarde les lignes à haute tension, on peut comprendre qu'il peut y avoir des effets. Je n'ai pas dit positifs ou négatifs, des effets. Mais en revanche, quand on voit un poste de téléphone, enfin un téléphone ou des choses qu'on a à la maison comme une télévision, les ondes sont avec une fréquence beaucoup trop basse pour pouvoir entraîner ou pénétrer profondément les tissus. Donc c'est évident qu'il y a probablement des patients qui sont très très sensibles, mais ça va peut-être toucher 0,01% de la population, alors que si on écoute ce qui en est dit sur les forums ou sur Internet, on va imaginer que la moitié de la population va avoir des cancers à cause des ondes électromagnétiques. Disons que je ne connais que cette voie et j'ai adoré ma vie professionnelle. J'ai 61 ans maintenant, mais j'ai adoré ma vie professionnelle. Je crois que j'aimerais bien refaire la même chose. De rien.